Bien écoutez, moi je n'ai pas trois raisons d'être là. J'en ai une. Vraiment. C'est vrai que j'arrive des États-Unis, où j'étais encore hier soir, que mon avion est arrivé tout à l'heure, que je n'avais en arrivant un peu cassé par le décalage horaire et par tout ce que j'ai eu à faire ces derniers jours, je n'avais qu'une envie, c'était d'aller me coucher, de me reposer. Mais à l'idée de me retrouver ce soir ici au Théâtre de Jazet avec vous, à l'invitation de mon ami Ségolène Royal, j'ai été ressuscité et c'est plein de joie que je me trouve ici ce soir. Je n'ai qu'une raison, pas deux, une raison. Et je fais ça assez peu finalement. Quelques-uns d'entre vous ici le savent. Une raison d'être là, c'est véritablement Madame Ségolène Royal. J'ai des souvenirs extrêmement émus et extrêmement intenses de cette période de la campagne présidentielle. Il nous arrivait de nous voir avant tel ou tel discours, encore que ce qu'elle ne dit pas, c'est que ces discours, elle les écrivait pour l'essentiel elle-même, que les décisions, elle les prenait toutes seules et qu'elle cherchait plus volontiers chez ses interlocuteurs, quels qu'ils soient, confirmation de la décision qu'elle prendrait de toute manière, que je ne sais quelle suggestion venue d'ici ou là. Mais je dois dire que ce jeu-là, cet entêtement politique, cette certitude, y compris de vaincre d'ailleurs, que vous aviez, ce cran politique, ce caractère, sont une des choses qui, au grand âge où je parviens, alors que j'ai connu un certain nombre, et non des moindres, vous en avez cité un tout à l'heure, de personnages politiques majeurs, c'est une des choses qui m'ont impressionné dans les dernières décennies où il m'est arrivé de croiser des personnages de la scène politique en France et à l'étranger. Et je dois vous dire, la question m'a été posée tout à l'heure dans le couloir, mais il y avait une telle bousculade. Je voudrais d'ailleurs que ceux qui vous disent isolés, j'aurais aimé qu'ils aient été là pour voir ce qui s'est passé, cette bousculade insensée, qui fait que je n'ai pas pu répondre à la question, je ne sais pas lequel ici, il y a l'un de vous, qui m'a demandé si j'étais toujours derrière Ségolène Royal, si j'y étais toujours à fond, et comment cela se combinait avec l'analyse que j'ai donnée il y a quelques semaines ou quelques mois d'un journal français, au journal du dimanche, selon laquelle le Parti socialiste français me semblait être aujourd'hui, la gauche française, me semblait être à un moment très particulier et pas complètement inédit de son histoire, c'est-à-dire un moment où les vieilles structures doivent craquer, doivent disparaître pour laisser place à d'autres. Je ne dis pas qu'on est toujours d'accord, elle l'a dit elle-même. En tout cas, c'est mon analyse. Et ce que je pense, c'est que si vraiment nous en sommes là, si nous en sommes à un moment de l'histoire de la gauche qui ressemble à 1905, qui ressemble à 1920, qui ressemble à l'implosion et la transformation et la métamorphose de la SFIO, il y a eu des moments dans l'histoire de la gauche française où les appareils se sont révélés impuissants à traduire la puissance des mouvements populaires, la nouveauté des courants d'idées et la vérité des ambitions. Il y a eu des moments de ce genre. Je pense que nous y sommes aujourd'hui à nouveau. Eh bien, je crois, et ça c'est la réponse à la question qui m'a été posée, je crois et j'aimerais bien d'ailleurs voir une gauche remodelée par-delà les appareils qui la corsettent, élargissant ses frontières, renouant avec certains de ceux que la politique désespère, je les verrai assez bien, en effet, dans une échéance proche, et même la prochaine, se rassembler derrière Madame Royal. C'est un côté de circonstance, on en parlera tout à l'heure dans la discussion, je le crois très profondément, et j'ai un peu d'expérience politique, en tout cas en tant qu'observateur. Je commence à savoir à force, un peu tard,
mais comment se machine cette affaire-là. Le désir qui porte la politique, les aspirations des peuples, la façon dont cela se cristallise ou non sur tel ou tel, à leur insu, dans leur dos parfois, eh bien, ce petit savoir que j'ai accumulé au fil du temps me conduit à la conclusion que je formule à mes risques et périls. Vous avez parlé des risques politiques qui m'arrivent de prendre ce soir. Maintenant, j'ai une deuxième raison d'être là, c'est vrai, c'est de vous parler d'un sujet que je connais un peu, que je fréquente assidûment, qui en tout cas me passionne, sur lequel j'ai peut-être pas une expertise, mais en tout cas une connaissance un peu plus aiguë que celle que je pouvais avoir il y a quelques années et que beaucoup d'autres ont aujourd'hui, qui sont les États-Unis de Barack Obama. Alors c'est vrai d'abord, Ségolène Royal l'a rappelé, je ne l'aurais pas fait personnellement, je suis trop modeste pour cela. Et François Mitterrand avait raison de dire que la vanité ne me perdait pas, elle ne m'a pas perdu. Mais enfin, elle l'a évoqué, et c'est pas complètement sans importance, sans intérêt. En effet, il est exact, et ça n'est pas sans intérêt pour ce qui nous rassemble ce soir et pour la discussion que nous aurons peut-être tout à l'heure. Il est exact que je me suis trouvé pour la première fois face à cet homme il y a maintenant 5 ans, en août 2004. Je m'y suis trouvé sans le connaître, sans rien savoir de lui, dans une de ces grands-messes politiques dont les grands partis ont le secret, particulièrement aux États-Unis, la grand-messe du Parti démocrate qui était censée ce soir-là, et pas qui était censée, qui avait pour objet d'investir John Kerry. Ça se passait à Boston, dans ce grand immeuble du Fleet Center. Tous les grands ténors du Parti démocrate s'étaient exprimés l'un après l'autre. Tous les grands barons, les représentants des grandes dynasties, les Kennedy, les Clinton, tous les caciques du parti, son aile gauche et son aile droite. Et voilà que, à la toute fin de la soirée, à l'heure où le Fleet Center commençait à se vider, où le délégué du Nebraska et les délégués de la Caroline du Nord commençaient de rejoindre leurs hôtels, où ceux qui restaient commençaient à bâiller, où tout ce qui allait venir avait si peu d'importance que les temps de parole n'étaient plus calculés. On avait passé l'heure fatidique où l'on calibre dans les campagnes américaines et dans les conventions les temps de parole en fonction des publicités de CNN. On avait passé ça, il était 1h du matin, 1h15. Les orateurs, les derniers orateurs, avaient le temps qu'ils voulaient. Et arrive sur la scène un personnage qui, véritablement, je dis arrive, mais non, il surgit sur la scène, incroyablement élégant, incroyablement éloquent, et dont me frappe instantanément, mais avec une sorte d'évidence aveuglante, la grâce physique, la rhétorique extraordinaire et le charisme politique. Je demande comment il s'appelle, très peu de gens le savaient, on me dit qu'il s'appelle Barack Obama. Il électrise véritablement le parterre du Fleet Center. À la fin de son discours, je me faufile backstage, où il y avait, là non plus, enfin là pour le coup, pas foule, parce que là il y a foule. Il n'y avait pas foule, et je lui dis, écoutez, j'aimerais vous voir, j'avais le sentiment d'avoir assisté à un moment très important, comme il en arrive peu dans une campagne électorale, et même pas. Le grand événement, c'était pas le discours de John Kerry, qui était arrivé flanqué de ses Swift Boat Veterans, c'était un peu le discours d'Edward Kennedy, mais enfin, l'événement, pour moi, c'était celui-là. Il me dit naturellement, demain matin, venez à l'hôtel Sofitel, il n'y avait pas tant de rendez-vous que ça, les journalistes ne se pressaient pas, et nous avons passé le lendemain la journée, ou une grande partie de la journée, ensemble. Je l'ai raconté dans ce texte d'Atlantic Monthly auquel Ségolène Royal a fait allusion tout à l'heure, et dans le livre que j'en ai tiré, qui s'appelle American Vertigo. Et il est exact que je suis sorti de ce rendez-vous avec la conviction absolue
que cet homme serait président des États-Unis. Je le pensais pour plusieurs raisons. Je l'ai pensé pour des raisons qui tenaient à sa personne, pour des raisons qui tenaient à ce qu'on appelle aux États-Unis, d'un mot que je déteste, mais qui en avait aux États-Unis fait partie du vocabulaire politique, pour des raisons qui tenaient à son appartenance communautaire ou ethnique, et pour des raisons qui tenaient à la situation des États-Unis à ce moment-là de leur histoire. Les raisons personnelles, c'est en effet ce charisme, cet éclat qui se dégageait du personnage et que j'avais tenté de traduire, de raconter dans le texte en question. Les raisons tenant à la couleur de sa peau, si j'ose dire, elles pourraient se résumer de la manière suivante. Il m'est apparu très vite qu'il était probablement le seul candidat afro-américain possible qui pourrait un jour l'emporter pour une raison. Et j'ai écrit cela, ça a été repris souvent plus tard, mais enfin je l'ai écrit à l'époque, en effet, en novembre 2004, parce qu'il était le fils d'une mère hawaïenne et d'un père kényan, qu'il n'était par conséquent pas, comme Condoleezza Rice par exemple, ou beaucoup d'autres, le descendant d'une lignée d'esclaves, qu'il ne portait par conséquent pas après lui ou autour de lui cette mémoire sombre, cette mémoire tragique, cette mémoire coupable, cette mémoire culpabilisante qu'est la mémoire de l'esclavage, et qu'il était par conséquent le premier African-Américain à pouvoir jouer vis-à-vis des Blancs, mettons, ou des autres communautés, non pas sur la carte, sur le plan de la culpabilité, mais sur celui de la séduction. J'ai connu beaucoup d'hommes politiques noirs dans cette même époque où je réalisais un grand reportage sur les États-Unis. Il était clair qu'il était le seul qui, parce qu'il n'était pas partie prenante de cette mémoire de l'esclavage, le seul à ne pas renvoyer au reste de l'Amérique une image négative, coupable, sombre, tragique et culpabilisante. Ça, c'est la deuxième raison qui faisait qu'il me semblait être the right man at the right place. Puis la troisième raison qui couronnait tout cela, c'est que je pensais, et là aussi on n'était pas nombreux à le penser, l'anti-américanisme européen notamment était si puissant, il était si universellement diffusé que nous avions des États-Unis l'image d'un pays substantiellement réactionnaire, viscéralement conservateur, qui allait de plus en plus à droite, mouvement vers la droite, que les deux mandats successifs de George W. Bush, en effet, illustraient. Moi, j'avais une analyse inverse. J'avais le sentiment que si l'on regardait l'histoire récente des États-Unis, non pas avec une focale courte, mais avec une focale longue, si on se déprenait un instant de la fascination morbide pour ces 4 années, bientôt 8, de présidence Bush, pour prendre un point de vue plus large et pour regarder le même tableau, mais sur les 30 ou 40 dernières années, si l'on inscrivait ce que nous étions en train de voir, non pas dans le contexte court de cette Amérique réactionnaire qui s'enfonçait chaque jour un peu plus dans la réaction, et parfois pire, mais dans le grand contexte de l'Amérique des 50 dernières années, alors on avait une toute autre image. On avait l'image d'une Amérique engagée depuis le début des années 60 dans l'une des plus extraordinaires révolutions culturelles qu'un pays démocratique et un pays en général ait eu à connaître. Une révolution par laquelle des États entiers qui avaient été nourris au lait du racisme le plus infect et le plus biologique, étaient en train de surmonter cette horreur et cette épouvante et de s'engager dans le chemin des combats pour les droits civiques, des luttes pour l'égalité, des grandes marches de Martin Luther King et d'après lui. Et il m'a semblé, ce jour-là, à ce moment-là,
que l'Amérique que nous avions sous les yeux était peut-être moins le début d'une ère d'épouvante que la dernière convulsion d'une bête en train de mourir, que le dernier combat, le combat d'arrière-garde de la vieille Amérique ultra-réactionnaire, et que le sens de l'histoire, le mouvement général de ce pays magnifique, et que j'aime pour ce qui me concerne, le sens de l'histoire, de cette histoire qui commençait avec les combats de Rosa Parks et de Martin Luther King, était un sens qui nous conduisait, comme par nécessité, vers ce personnage que j'avais en face de moi et qui s'appelle Barack Obama. Voilà en effet le sentiment que j'ai eu, la conviction qui s'est imposée à moi et que j'ai rapportée aussitôt dans ce texte qui d'ailleurs a eu à subir un petit incident assez croquignolesque. Je l'ai donc envoyé naturellement avec tous les autres textes du même genre au journal qui m'employait, l'Atlantic Monthly, qui publiait tous les mois une série de petits chapitres par livraison. Il devait y en avoir 7 ou 8. Et je leur envoie donc la première livraison, la première installation de ce long reportage. Alors, il y avait le chapitre sur Barack Obama, mais il y en avait d'autres. Il y avait un chapitre sur les villes détruites de la région des Grands Lacs. Il y en avait un sur les Juifs de Brooklyn. Il y avait un chapitre sur les archi-conservateurs des méga-churches américaines où les pasteurs se confondent avec des mauvais chanteurs de mauvais rock. Il y avait des tas de choses. Et puis il y avait ce chapitre sur Barack Obama que j'avais intitulé « A Black Kennedy ». C'était le titre « A Black Kennedy ». Et le directeur du journal, enfin l'éditeur, pas le directeur, l'éditeur, mon officier traitant à Atlantic Monthly, me demande un rendez-vous et je sens au son de sa voix qu'il y a quelque chose qui coince, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a un problème, une remarque, une objection, je ne sais pas. Je le reçois à mon hôtel, je le sens extrêmement embarrassé, me couvrant d'éloges et de félicitations pour les 7 autres chapitres de cette première installation, et puis il me dit il y a juste un problème. L'éditeur, le rédacteur en chef de l'Atlantic Monthly, je dis lequel, il dit votre chapitre là sur ce noir américain qui vous a apparemment beaucoup impressionné à la convention de Boston, oui alors. Il me dit écoutez non, vous êtes évidemment, nous avons à l'Atlantic Monthly une grande tradition de respect des écrivains. Nous vous avons engagé, nous vous avons loué, hired, comme on dit aux États-Unis, pour cela, à cause de votre liberté de ton, de vos analyses originales, peut-être même de vos analyses extravagantes. Ça, c'est votre boulot. Vous êtes dans votre rôle. Nous attendons volontiers d'un écrivain qui puisse avoir des analyses totalement saugrenues en nous sortant de son chapeau, alors qu'on s'apprête peut-être à faire élire John Kerry, qu'on voit déjà se dessiner ses successeurs. Un black inconnu, même pas encore sénateur. Il était sénateur de l'État de l'Illinois, de l'Illinois, mais pas sénateur de l'Illinois au Sénat. Il dit, tout ça, il n'y a pas de problème. En gros, si vous voulez vous ridiculiser, c'est pas notre problème, c'est votre affaire, c'est pas grave, vous êtes payé pour ça. Il y a juste un truc. Je dis quoi? Et là, je sens le type de plus en plus gêné, très 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 embarrassé. En plus, la censorship aux États-Unis, c'est très très... on ne censure pas les auteurs, c'est une grosse affaire. Il me dit, le seul problème, monsieur Lévy, c'est pas vos élucubrations, c'est pas cette fascination puérile pour ce type, non, c'est le titre. Ah bon, le titre, dis écoutez, vos petites histoires tant que vous voulez, mais pas, on est en Amérique, pas touche à Kennedy. On ne touche pas à Kennedy. Vous pouvez, si vous voulez, dresser un piédestal à ce personnage absurde, mais pas touche à l'icône, on ne mélange pas Kennedy avec ce genre de fantaisie. Et s'ensuit une petite discussion qui n'a pas été particulièrement que j'ai tenté d'apaiser, parce que j'étais déjà obamien, c'est-à-dire adepte du compromis.
une discussion au terme de laquelle je n'ai évidemment rien cédé sur le fond, mais où j'ai accepté de négocier le titre, et c'est pour ça que ce chapitre qui s'appelait initialement A Black Kennedy a fini par s'appeler A Black Clinton. A Black Clinton. Clinton, ça ne les gênait pas, Kennedy, ça les horrifie. Ça, c'est la petite histoire de... Alors aujourd'hui, un an après, puisque nous sommes bientôt à un an, non pas de sa prise de fonction d'ailleurs, mais de son élection, et il s'est passé finalement très peu de temps, il ne vous a pas échappé, et moi non plus, j'en arrive, et je voyais encore tous ces jours derniers mes amis new-yorkais, et dont certains, dont la plupart d'ailleurs sont des ardents partisans d'Obama, dont certains font partie de son entourage un peu large, il ne vous a pas échappé que ce personnage miraculeux, ce candidat providentiel, ce nouveau rêve américain, ce vrai Kennedy noir, car il l'était, c'est évidemment ça le bon titre, et c'était évidemment ça la bonne référence, il ne vous a pas échappé qu'il est aujourd'hui en difficulté, avec une chute dans les sondages, avec une part de disgrâce ou de défaveur, probablement plus importante que chez, pas tous, mais chez certains des présidents, et en tout cas des démocrates, qui l'ont précédé. Aujourd'hui, il y a Barack Obama, fait face, a eu un état de grâce finalement assez bref, à quoi succède depuis le début de l'été, avec une accélération au cœur de l'été ou à la fin du mois d'août, un état de disgrâce relatif. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui explique cette disgrâce relative, ce passage de l'ère héroïque de la candidature à ce moment plus prosaïque où lui et son équipe se trouvent présentement et apparemment embourrés? Alors je crois qu'il y a plusieurs choses. Il y a d'abord des erreurs qu'a commises Barack Obama, évidemment, et je crois que l'admiration ne doit pas aveugler, jamais, et pas plus aux États-Unis qu'en France, et il y a des erreurs, certaines, dont certaines d'ailleurs tiennent au caractère de Barack Obama, que la plupart maintenant de ses biographes ont assez bien identifié, que j'avais un tout petit peu perçu, moi, dans la rencontre suivante, nous nous étions revus 2 ans plus tard à Chicago, probablement un goût du compromis, un désir d'apaisement, un fantasme de rassemblement, qui vont peut-être au-delà des exigences de la tactique et de la stratégie politique, et qui vont peut-être un peu trop loin face à des enjeux de rupture majeure. Je crois que Barack Obama a perdu un peu de temps à tenter de séduire une fraction qu'il supposait, ou que ses conseillers, Rahm Emanuel notamment, ou Axelrod, supposaient plus malléable du personnel républicain. Il a tenté de les séduire de diverses manières, en mettant de l'eau dans tel ou tel vin, en les invitant dans telle ou telle circonstance. Je pense que dans certains cas, il a eu raison de le faire, et que cette image de rassemblement, de toute façon, fait partie de la légende américaine. Et le premier slogan de Barack Obama, celui qui a enflammé ce qui restait de témoins ce soir-là dans le Fleet Center de Boston, son premier grand slogan était « Il n'y a plus une Amérique bleue et une Amérique rouge, il y a les États-Unis d'Amérique ». Donc il était fidèle à ce programme. Je pense néanmoins, et nous en parlerons peut-être tout à l'heure si vous le souhaitez, que sur certains dossiers sensibles, il a perdu du temps en tentant de faire bouger des lignes dont il était prévisible qu'elles ne bougeraient pas. Deuxième raison, c'est que cette vieille bête réactionnaire américaine, la vieille Amérique raciste, nourrie à l'idéologie très ancienne du Ku Klux Klan, ces vieilles idéologies du XIXe siècle, mais qui n'ont jamais tout à fait désarmé, et qui se sont pour partie recyclées, non pas chez les néoconservateurs, mais chez un certain nombre à l'intérieur d'un certain nombre de grandes sectes
chrétienne conservatrice d'aujourd'hui, cette vieille bête-là dont je disais dans ce texte sur Obama qu'elle était en train de mourir et qu'elle livrait son dernier combat, qu'elle donnait son dernier coup de patte pour résister à une mort annoncée, eh bien, le dernier coup de patte se prolonge, elle hausse un peu le ton, et ce baroud d'honneur, elle le livre probablement aujourd'hui avec une ardeur décuplée. L'ancien président Jimmy Carter a mis les pieds dans le plat récemment de manière très explicite en disant, je crois que c'est dans une interview à ABC, mais je n'en suis plus très sûr tout d'un coup, en disant que le vrai problème des républicains, ça n'est pas qu'ils avaient une idéologie adverse de celle des démocrates, ça n'est pas qu'ils défendaient un programme de société différent de celui que les démocrates tentaient de porter au jour. Leur vrai problème, a dit Jimmy Carter, c'est premièrement qu'ils en sont à être pour tout ce contre quoi est Obama et à être contre tout ce pourquoi est Obama. Analyse de Paul Krugman dans le New York Times d'hier, que j'ai lu dans l'avion en arrivant, qui dit à peu près cela. Et puis, Jimmy Carter disait quelque chose de beaucoup plus grave, et je crois qu'il y avait de la vérité dans ce dire. Jimmy Carter disait que toute une partie de l'Amérique, cette vieille Amérique moribonde, mais qui ne se décide pas à mourir tout à fait, ne s'était pas résignée, ne se résignerait jamais à cette idée d'avoir élu un président noir. Et il est vrai qu'il y a aujourd'hui cela dans l'Amérique profonde et même dans les grandes métropoles de la côte Est, New York compris. Vous avez aujourd'hui un éditorialiste, un présentateur vedette qui officie sur la chaîne Fox News, qui s'appelle Glenn Beck, à qui Time Magazine a consacré il y a quelques semaines sa couverture en l'affublant du titre et du sobriquet de Madman, l'homme fou, et qui se livre sur Fox News, qui se lance dans des diatribes anti-Obama qui sont limites et au-delà de la limite. Tout ça avait commencé d'ailleurs dès la campagne. Vous vous souvenez lorsque Sarah Palin, la colistière de John McCain, avait dit, et comme ça marchait, elle l'avait répété, et comme elle avait le sentiment que ça marchait très bien dans les fins de ses slogans de campagne, que elle, au moins, Sarah Palin, représentait la véritable Amérique. Sous-entendu, lui, Barack Obama, ce père kényan, ses origines douteuses, cette pigmentologie politique incertaine, c'était pas la vraie Amérique. Ces thèmes-là sont en train de revenir en force. Vous avez aujourd'hui, malheureusement je n'ai pas pensé à vous les apporter, vous avez des tracts, vous avez des pancartes dans les manifestations. Vous en aviez dans la manifestation d'il y a quelques semaines, cette marche sur Washington d'1 million, peut-être 1,5 million de personnes, du jamais vu, au Parti républicain venant marcher sur le mall entre le Capitole et la Maison-Blanche pour protester contre le programme de santé d'Obama. Vous aviez des caricatures, des slogans absolument infects où l'on voyait Barack Obama représenté avec un os en travers des joues, où on le voyait revêtu d'une peau de bête, où on le voyait vêtu en une sorte de sorcier africain. Il y a certainement, Jimmy Carter a raison, il y a toute une Amérique qui a été provisoirement anesthésiée par le choc de la grâce, bien sûr, et qui est en train de se réveiller. C'est un problème politique, pas majeur, ça n'est certainement pas une déferlante, mais c'est un problème politique réel dans les États-Unis d'aujourd'hui. Il y a d'ailleurs un organisme qui s'appelle, je crois, le SPLC, Southern Poverty Lawrence Committee, qui est une sorte de l'ICRA pour le sud des États-Unis, je dirais. Enfin, j'espère que c'est sûrement très réducteur d'ailleurs, mais enfin, disons, un organisme qui enregistre et qui proteste contre
les incidents racistes, les crimes racistes, notamment dans les États traditionnellement racistes du Sud, dans l'Alabama, en Caroline du Sud et ailleurs. D'après le SPLC, le nombre d'incidents racistes a augmenté de manière drastique entre 2000 et 2009, avec un pic depuis le début de l'année 2009. Pas plus tard que ces dernières semaines, 2 incidents majeurs, un incident dans une ville de Caroline du Sud, un jeune blanc rendu littéralement fou, c'est ce qu'il a dit aux enquêteurs, par l'idée de ce président nègre dirigeant le pays de la promesse divine et de l'élection suprême, tue à bout portant un policier. Et, ça c'est le Sud, mais à Boston, pendant l'été, un autre activiste, et encore activiste, disons activiste de droite ou d'extrême droite, qui tue 2 jeunes gens parce que, au motif qu'ils participaient d'un complot satanique dont le but suprême était de provoquer l'anéantissement par l'intérieur et par le sommet de l'Amérique éternelle. Donc, il y a cela sûrement dans cette disgrâce d'Obama. Le miracle ne pouvait pas durer éternellement, le choc de la grâce, le choc du charisme ne pouvait pas aller irrévocablement contre cette tendance lourde, cette vieille histoire, cette danse macabre de spectres qui sont dans les placards de l'histoire américaine et qui sont en train de ressortir. Malgré cela, je pense, là, encore une fois, à mes risques et périls, je ne change pas fondamentalement d'analyse. Je crois qu'il s'agit, là encore, d'un mouvement minoritaire et qui restera minoritaire. Je crois qu'il s'agit toujours d'un combat d'arrière-garde qui, certes, passe du combat de basse intensité à une lutte de plus forte intensité, mais je ne crois pas que ce soit le sens de l'histoire américaine. Et d'ailleurs, on pourrait démontrer, ce serait un peu long ici, mais on pourrait démontrer que le discours même de ces gens, la façon dont ils verbalisent ce racisme diagnostiqué par Jimmy Carter, est une façon qui traduit la posture défensive. Dans le cas de l'attentat de Boston, dans le cas du flic buté en Caroline du Sud, évidemment, c'est pas défensif. Mais globalement, dans l'ensemble des médias, dans les méga-churches, on a fait beaucoup de publicité en France sur cette petite secte qui promet l'enfer éternel à Obama. Enfin, c'est pas la majorité. Dans les grandes églises, tout ça, ce racisme-là, est quand même habillé. Il essaye de se rendre plus présentable, d'autant plus dangereux naturellement, mais dangereux parce qu'il se sent coupable et parce qu'il sent bien qu'il va contre ce qui est devenu tout de même le discours dominant de l'Amérique et le sens de son histoire. En gros, d'ailleurs, c'est comme pour l'antisémitisme aux États-Unis. Les négationnistes américains, la Mecque des négationnistes, le cœur de la secte, c'est une petite organisation qui s'appelle, je crois, le Liberty Lobby, le lobby de la liberté. Ils ne disent pas le lobby négationniste, ils ne disent pas le mensonge d'Ulysse, le lobby de la liberté. C'est ça, c'est comme ça que s'appelle, avec cette espèce de rapt, de captation de la beauté du mot liberté, le lobby négationniste. Dans le cadre du racisme qui est en train de relever la tête et qui prend pour cible privilégiée le premier personnage de l'État, même chose. On ne dit pas qu'il est noir, on dit qu'il est, et c'est intéressant, on dit qu'il est urbain, on dit qu'il est trop cultivé, on dit qu'il est un intellectuel éloigné des préoccupations de Main Street. Main Street opposé à Wall Street, l'Amérique profonde. Donc il y a tout un habillage populiste qui rend évidemment la contrebande raciste d'autant plus périlleuse parce que parfois moins détectable, naturellement, mais qui montre bien tout de même que le vent dominant a changé de sens, que le discours majoritaire a changé de camp. Par conséquent, autrement dit, je crois
qu'il y a cela aujourd'hui. Je crois que cela explique pour partie cette espèce de crispation d'une partie du corps social américain contre son nouveau président. Je ne pense pas pour autant que cette vague soit destinée à enfler outre mesure, et je ne suis pas de ceux qui ont une vision apocalyptique des relations entre la société américaine et son président. Alors après, il y a les dossiers sérieux, et ils sont évidemment de deux sortes. Quelques mots sur l'un et sur l'autre. Il y a un dossier en politique domestique, et puis il y a les grands dossiers de politique étrangère. Le dossier de politique domestique, il y en a beaucoup. Il y a la question de la crise financière, il y a la question des bonus, il y a la manière, le rapport avec la réforme du système financier, et puis il y a quand même un sujet essentiel, majeur, où se joue vraiment, je crois, le destin de l'Amérique, qui est la question du système de santé. Sur l'étranger, il y a trois sujets majeurs qui sont la question de l'Iran, la question de l'Afghanistan et celle du Proche-Orient. Sur la question du système de santé, il est certain qu'elle polarise, elle est l'un des points de fixation tout à fait spectaculaire et parfois tout à fait étrange d'ailleurs. On arrive à des spectacles surréalistes, on en parlera peut-être tout à l'heure dans la discussion. Elle est l'un des abcès de fixation de cette opposition anti-Obama et de la réaction de rejet qu'il subit dans certaines franges de la population. On l'accuse de vouloir entraîner l'Amérique vers un étatisme étranger à son génie. On l'accuse d'être en train d'inventer un socialisme côte Est. On l'accuse d'être en train de prendre son inspiration, alors là, pour le coup, satanique, dans le pays avec lequel cette Amérique-là entretient un rapport d'amour-haine particulièrement complexe, la France. Dans ces franges ultra-réactionnaires de l'Amérique anti-Obama d'aujourd'hui, au fond, le principal reproche qu'on lui fait, quand on a dit qu'il était un intellectuel, qu'il ait fréquenté trop Chicago, que les 10 lettres qu'il s'est apportées chaque matin, il est le premier président à faire ça, tous les matins, 10 lettres qui arrivent sur son bureau, c'est sa première lecture, avant la presse, après le jogging. C'est pas suffisant. Une fois qu'on a dit tout ça, une fois qu'on a dit qu'il était structurellement incapable d'entendre le bon et sain murmure de l'Amérique profonde, le résumé de tout ça, souvent, vraiment je ne blague pas, c'est « il est français ». C'est le reproche qu'on faisait à John Kerry. Il y a d'ailleurs une anecdote assez drôle, mais ça, j'ai pas le temps de vous la raconter ici, mais enfin, j'ai eu à vérifier cela très personnellement pendant la précédente campagne présidentielle. J'ai eu un rapport très étrange et des relations très curieuses avec l'équipe de Kerry, basé sur cette espèce de francophobie galopante, y compris dans les milieux démocrates. Donc, cette affaire du système de santé prend des allures et prend une importance tout à fait incroyable dans le débat américain d'aujourd'hui. Il n'est pas certain que l'ensemble du parti des sénateurs et des représentants démocrates y seront in fine favorables. C'est l'une des raisons, là pour le coup, par-delà son goût du compromis, par-delà son souci d'apaisement, par-delà son ambition d'incarner le plus large spectre possible des opinions américaines, c'est l'une des raisons qui font que Barack Obama tente de débaucher au moins quelques républicains, car il sait qu'il peut en avoir besoin au moment du vote sur le système de santé. Alors, ce système de santé, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que propose au juste l'équipe Obama? Qu'est-ce qu'il proposait dans sa campagne? Qu'est-ce qu'il a promis et qu'est-ce qu'il est en train de tout faire pour tenir? C'est pas très compliqué. Les journaux français, souvent, je trouve, embrouillent un peu les choses. Au fond, c'est même assez simple. Le système de santé que propose Barack Obama, il a 3 grands objectifs. Premièrement, faire en sorte que ce qui existe déjà, c'est-à-dire Medicare et Medicaid. Medicare pour les personnes âgées et Medicaid pour les personnes les plus démunies, les chômeurs de longue durée, les homeless, etc., soit pérennisés, soit assurés, quels que soient les aléas de la crise financière. Et là, on a eu chaud aux États-Unis et froid l'hiver dernier.
soit assurée, quels que soient les aléas de la crise financière, quels que soient les aléas politiques. Le premier objectif, c'est de pérenniser Medicare et Medicaid. C'est aussi simple que ça, numéro 1. Numéro 2, le système de santé que propose Barack Obama, il consiste à prendre en compte, à trouver une solution pour les 47 millions d'Américains qui n'ont pas d'assurance privée et qui n'entrent pas dans le cadre des deux assurances en partie fédérales, parce qu'elles ne le sont pas totalement, que sont Medicare et Medicaid. Il y a 47 millions d'Américains qui ne sont absolument pas assurés et qui, en cas de maladie, et là j'en avais rapporté des exemples très précis et particulièrement bouleversants dans ce petit American Vertigo que Ségolène Royal avait la gentillesse de citer tout à l'heure, il y a 47 millions d'Américains qui n'ont rien. Deuxième objectif du plan de santé, c'est faire en sorte qu'ils aient quelque chose, et c'est un troisième plan social, analogue à Medicare et Medicaid, qui s'appelle The Exchange, financé pour partie par les entreprises, par un crédit d'impôt, pour partie par l'État fédéral, pour partie par une bourse de travail, et qui est destiné à subvenir aux besoins en cas de maladie de ces 47 millions de pauvres, on dit parfois relatifs, moi je dis absolus, que compte l'Amérique d'aujourd'hui. Deuxième objectif, prendre en compte ces 47 millions. Et puis troisième objectif, celui qui déchaîne les passions des républicains, c'est là où on voit qu'ils sont vraiment tombés sur la tête et qui n'ont plus d'autre boussole que cette espèce de haine folle, de haine fébrile de Barack Obama et de tout ce qu'il représente. Le troisième plan du volet santé du plan Obama est extrêmement simple, c'est faire des économies sur les dépenses de santé. C'est faire des économies. C'est faire en sorte que les hôpitaux soient mieux gérés, c'est faire en sorte que le lobby pharmaceutique s'en mette un peu moins plein les poches, et faire en sorte que, dans certains cas, les prix baissent, et puis remédier à des poches de corruption, ce sera un peu long à expliquer, dont on sait qu'elles existent dans le système médical américain, la gestion des hôpitaux, par exemple. C'est le troisième volet, et c'est le volet qui suscite les réactions les plus vives et les plus enragées de la part de ceux qui voient dans le plan de santé Obama et dans son projet de couverture universelle santé la main du diable, c'est-à-dire du socialisme. C'est ça qui les rend fous. Fin de la liberté individuelle, impossibilité de choisir, et ainsi de suite. Voilà ce plan. Voilà le type d'opposition qu'il suscite. Je pense, personnellement, Ségolène Royal vous a dit tout à l'heure que j'aimais bien prendre des petits risques, pas grand-chose, mais enfin je le prends là. Je pense que le plan santé d'Obama passera, peut-être un peu amendé, mais je ne crois pas considérablement, je ne crois pas jusqu'au point d'une dénaturation substantielle, passera le moment venu et que ce sera une grande victoire pour l'administration Obama. Si je me suis trompé, je reviens et je tâcherai d'expliquer pourquoi je peux prendre des convictions que je tente de vous expliquer aujourd'hui pourquoi ça va passer. Et puis enfin, qu'est-ce que je vais vous dire encore? Oui, les grands dossiers de politique étrangère. Alors il y a tout un thème là qui se développe beaucoup en Europe et en particulier en France, et dont j'avoue qu'il me laisse un peu pantois, moi qui passe un peu de temps aux États-Unis, et moi qui passe aussi un peu de temps dans certains des endroits dont je vais vous dire un mot, et qui en tout cas suit le dossier d'assez près. C'est le thème selon lequel Barack Obama serait en train de se planter en matière de politique étrangère. Là encore, c'est le grand thème des Républicains. Sur l'Iran, il tend outrageusement la main à ceux qui le roulent dans la farine et ne veulent que la destruction de l'Amérique. Sur l'Afghanistan, il serait d'une indécision criminelle en étant incapable de choisir entre le jusqu'au-boutisme des uns et la tentation du repli chez les autres. Et sur le cadre du Proche-Orient, il prendrait le problème totalement à l'envers et par un bout dont on peut être assuré qu'il ne mènera qu'à l'échec. Sur ces trois points-là, je pense le contraire. L'Iran, je ne connais pas très bien, pas plus en tout cas que vous. Je pense néanmoins que l'attitude qui consiste à n'exclure aucune option, explicitement, cela a été dit par ses plus proches conseillers et par lui-même il y a quelques jours, à n'exclure aucune option, mais à privilégier
la solution du dialogue et l'approche diplomatique. Les deux à la fois, cela me semble être au contraire une attitude raisonnable, pas une attitude de matamor, si vous voyez ce que je veux dire, mais une attitude raisonnable dont on peut penser qu'elle étend le spectre du clavier possible. Alors il y a une hypothèse qui circule beaucoup, alors cette fois-ci pas à Paris, mais à Washington même, c'est l'avis de quelques grands éditorialistes américains. Il y a une hypothèse que j'évoque par honnêteté et pour que ce tableau soit complet, mais à laquelle personnellement je ne crois pas, mais là je peux me tromper. Il y a une hypothèse selon laquelle Barack Obama se serait déjà résigné, se serait au fond résigné à ce que l'Iran se dote de l'arme nucléaire. L'hypothèse selon laquelle il serait résigné au fait que de toute façon le processus était irréversible, qu'une intervention militaire, si par malheur elle avait lieu, ne saurait la retarder que d'1 an, 2 ans, peut-être 3 ans, et l'hypothèse selon laquelle le processus diplomatique serait en effet sans aboutissement possible. Cela se dit, peu importe les noms, enfin il y a des éditorialistes, quelqu'un comme David Brooks par exemple, qui est un conservateur qui écrit au New York Times, qui pense très profondément ça, que personne d'ailleurs n'y peut rien, ni Obama ni un autre, que c'est inscrit dans le sens de l'histoire, que l'on ne l'empêchera pas, et que la meilleure chose que puisse faire Barack Obama, c'est de faute de pouvoir le contrôler, de feindre d'en être l'organisateur, et puis d'organiser une grande mise en scène type Nixon in China, conseil qui avait d'ailleurs été déjà donné par un grand intellectuel américain qui s'appelle Christopher Hitchens, au prédécesseur d'Obama, c'est-à-dire à George W. Bush. Christopher Hitchens, dans un article retentissant du journal de gauche The Nation, avait dit à Bush: arrêtez de croire que vous allez pouvoir bloquer le sens de l'histoire, prenez Air Force One, débarquez à l'aéroport de Téhéran, embrassez Ahmadinejad et dites-lui maintenant, dis-le, arrangeons-nous, échangeons votre raison contre des avantages substantiels en matière financière et communication. Je ne crois pas que Barack Obama en soit là, je ne crois pas que l'administration démocrate en soit là, du tout. Je mentionne cela pour la forme parce que c'est un thème que l'on entend beaucoup. Je crois que Obama est, sur la question du nucléaire iranien, en position au contraire offensive, mais en sachant que l'offensive, ça veut dire évidemment le double clavier, la double touche de la diplomatie et de la perspective des solutions ultimes. Donc je crois qu'au contraire, à l'inverse de l'administration précédente, il prend le problème par le bon bout. Sur la question de l'Afghanistan, je connais un peu mieux, là pour le coup, et j'y étais d'ailleurs en Afghanistan, dans la vallée d'Uzbin et dans la vallée de la Kapisa, il y a 15 jours, 3 semaines, c'est-à-dire dans les zones à 100 ou 120 km à l'ouest de Kaboul, où la vallée d'Uzbin, c'est l'endroit où sont tombés nos soldats il y a 1 an, les légionnaires du régiment, je ne sais plus lequel, enfin ces merveilleux garçons qui sont tombés dans une embuscade épouvantable et qui ont été assassinés et humiliés. Ça, c'est la vallée d'Uzbin, où les forces alliées tiennent aujourd'hui une position qui est très en amont de l'endroit où s'était passée cette embuscade, qui s'appelle le fort Roko. Et la vallée de Kapisa, c'est l'endroit où, d'après la rumeur médiatique, d'après l'universel reportage, comme disait un grand poète, Stéphane Mallarmé, où les talibans seraient en passe de l'emporter, de prendre le pouvoir. Donc ça, je connais un tout petit peu, et je voudrais vous dire la chose suivante. Aux États-Unis, il y a 2 écoles sur l'affaire de l'Afghanistan. Il y a l'école Hillary Clinton, Richard Holbrooke et quelques autres, qui disent il faut rajouter... et puis, comment s'appelle-t-il, Stanley McChrystal, qui est le patron, le chef d'état-major des forces américaines et de la coalition alliée aux États-Unis, qui dit qu'il faut des renforts de troupes, il faut intensifier l'action, et il faut... alors le chiffre n'est pas officiel, il n'a jamais été prononcé, mais enfin c'est un secret de polichinelle à Washington, il est probablement de 30 à 40 000 hommes réclamés par ce lobby, disons, jusqu'au boutiste. Et puis il y a l'autre lobby, il y a l'autre influence qui pèse très lourd sur
l'administration Obama, et qui est représenté là pour le coup par le vice-président Biden notamment, Joe Biden, et par d'autres. Et qui dit au contraire, il faut se retirer, dans une démarche assez analogue d'ailleurs à celle du vice-président, du président Johnson, qui était à l'époque, qui était le vice-président de Johnson, qui lui avait conseillé justement le retrait, j'oublie maintenant, et qui dit, il faut se retirer, il faut se concentrer sur la chasse aux membres importants d'Al-Qaïda, il faut tout faire pour éviter un nouveau Vietnam. Donc ça, c'est les deux options qui sont aujourd'hui sur la table, avec en filigrane l'idée que, comme elle est aujourd'hui, l'Amérique serait mal embarquée et qu'elle se préparerait en Afghanistan à un nouveau Vietnam, à un nouvel Irak, à une guerre longue, extraordinairement coûteuse, et d'autant plus perdante à la fin qu'elle n'a plus le loisir ou la ressource de se dire qu'elle s'appuie sur une autorité légitime. Vous savez de quels soupçons de fraude ont été entachées les dernières opérations électorales, celles qui ont reconduit le mandat d'Hamid Karzai. Bon, ce qui est vrai, c'est, je crois, il y a trois choses. D'abord, il est vrai qu'Obama, aujourd'hui, prend son temps, et il a raison, en pesant le pour et le contre de ces deux hypothèses. Ce qui est vrai aussi, c'est qu'il y a ce vrai problème de légitimité politique qui se pose à l'administration afghane. Mais ce qui est vrai et qui est très peu dit, c'est que je crois, moi, je l'ai raconté dans un reportage qui est paru dans New Republic cette semaine, qui rapportait mes petites impressions de la Kapisa et de la vallée du Jlin. Je crois, moi, qu'à condition de changer de stratégie, qu'à condition d'adopter une approche différente de la question de la lutte anti-Taliban, je crois que la coalition et les forces régulières afghanes peuvent et sont probablement en train de gagner cette guerre. Si ça vous intéresse, on en parlera dans le détail tout à l'heure, mais c'est ma conviction très profonde. Je crois qu'on dramatise beaucoup l'importance de l'insurrection, entre guillemets, terme en plus absurde, talibane. Je crois qu'on surestime beaucoup leurs forces et je crois qu'on sous-estime la très profonde volonté de la population civile afghane de sortir de cette espèce d'obscurantisme épouvantable dont les Afghans sont assez grands pour s'apercevoir que c'est l'image même de l'enfer. Et je crois, par exemple, mais tout cela nécessiterait de beaucoup plus ample développement, que la construction de l'armée nationale afghane, qui était évidemment un must, qui était un réquisite absolu, qui était une condition sine qua non, est en bonne voie. Petit détail que je ne dis jamais dans la presse française, et qui est pourtant la réalité sur le terrain, et ça, les Américains sérieux le savent. Il y a 4 ans, il y a 5 ans, il y a 6 ans, les opérations anti-talibans étaient faites par des commandos américains, avec, comme dans les westerns de John Ford ou d'Howard Hawks, des scouts afghans. C'était pas des Indiens, mais des Afghans qui faisaient des éclaireurs. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Ceux qui vont au contact et au combat, ceux qui vont sauver la population d'un village rançonné ou racketté par les talibans, c'est les Afghans. C'est l'armée, c'est des bataillons de l'armée régulière afghane où sont incorporés, alors pas comme des scouts, mais enfin, ils sont vraiment incorporés sous le commandement afghan des sous-officiers ou des officiers français et américains. Ça, c'est la réalité nouvelle, c'est la nouvelle stratégie américaine et française, qui a été problématisée d'ailleurs par un officier qui s'appelle Benoît Durieux, qui est l'auteur d'un livre sur Clausewitz, qui est tout à fait remarquable, et c'est la stratégie aujourd'hui de la coalition. C'est plus des opérations alliées avec un soutien afghan, c'est des opérations afghanes avec un embedding allié. Donc pour toutes ces raisons-là, je pense que l'Amérique est au bord de décisions importantes, de changement peut-être d'orientation, etc. Mais, pas d'orientation, de changement d'augmentation du nombre de soldats ou pas, j'en sais rien. Mais je crois que les choses sont beaucoup mieux engagées qu'on ne le dit. Je ne crois pas que l'Afghanistan sera le Vietnam de Barack Obama. Puis enfin, le dernier sujet, qui n'est pas le moins important, et qui n'est pas le moins brûlant, et qui n'est pas celui qui déchaîne le moins de passion, c'est évidemment la question du conflit israélo-palestinien. Alors que n'entend-on pas là-dessus en France et aux États-Unis, où la chose est en train de se
de s'infecter, ou le débat est en train de s'empoisonner sur ce point-là. Là encore, au risque de me couper, on en développera tout à l'heure si vous le souhaitez, je crois que, alors, dans cette affaire-là, dont les paramètres sont d'une simplicité biblique, si j'ose dire, et dont la mise en œuvre est d'une complexité diabolique, évidemment, il n'y a pas de bonne solution, il n'y a pas de solution miracle, sinon peut-être celle que j'ai appelée jadis la paix sèche et dont j'avais fait la théorie, mais enfin pour l'instant, tant que Ségolène Royal n'est pas présidente de la République, il n'y a personne pour la reprendre. Mais dès qu'elle le sera, ça, c'est la seule chose que je me permettrai de discuter, c'est le concept de paix sèche dans le conflit israélo-palestinien. Et ça viendra, très vite. Donc, à part ça, c'est vrai qu'il n'y a pas de solution miracle, et c'est vrai que tout le monde fait comme il peut, au jugé et à l'aveugle. Néanmoins, je crois que, alors je ne parle pas des péripéties, je ne parle pas de la rencontre Netanyahou-Abbas récente sous l'égide d'Obama, je ne parle pas de la question du gel des colonisations préalable ou pas, etc. La philosophie de la chose, la philosophie de la question telle que la pense l'administration Obama, me semble encore aujourd'hui, comme je le pensais pendant la campagne, je crois qu'il n'y a pas eu de tromperie sur la marchandise, je crois qu'il y a eu fidélité au contraire aux promesses, me semble être la bonne orientation. Et surtout, ce qui me semble être la bonne orientation, c'est que Barack Obama, en tout cas, alors ça c'est vérifiable, c'est là, ça n'est pas discutable en tout cas, est le premier président des États-Unis depuis que cette affaire existe, c'est-à-dire depuis, en tout cas, 1967. C'est le premier président des États-Unis à avoir tenu parole au moins sur un point. Et c'est déjà capital. Et de cela, je crois qu'il faut lui savoir juger. Sur un point, c'est qu'il n'a pas attendu la 4e année de son 2e mandat pour, dans une espèce de course folle, de sprint, de course à l'échalote démente, pour essayer d'engranger in extremis un titre à entrer dans l'histoire universelle, pour s'occuper de la question israélo-palestinienne. Rappelez-vous Bush, c'est vraiment les 6 derniers mois. Quelle heure est-il? Moins 6 mois, on y va, on essaie d'obtenir à l'arraché. Il était prêt à payer mais n'importe quoi, à obtenir n'importe quelle concession des uns ou des autres pourvu qu'il ait sa paix. Et puis, même chose pour son prédécesseur, Bill Clinton, la même chose. Si Bill Clinton avait déployé l'énergie que lui et certains de ses conseillers ont déployé au moment de Camp David et de Tabac 8 ans avant, je mets à part l'épouvantable parenthèse Lewinsky où là, quelle que soit l'énergie, elle était perdue. Mais à part ça, vous pouvez faire ça au début du premier mandat, on aurait peut-être la paix aujourd'hui au Proche-Orient. Barack Obama, il n'a pas attendu la 4e année du 2e mandat, il a, dès la première année de son premier mandat, pris à bras-le-corps, à tâtons mais à bras-le-corps, la question pour tenter d'y apporter des solutions. Et cela est nouveau, cela est remarquable, et cela mérite admiration et gratitude. Donc pour toutes ces raisons-là, raisons de politique domestique, raisons de politique internationale, raisons de style aussi. Raison de style, c'est vrai que j'aime mon pays très, très ardemment, je suis presque patriote parfois, mais il m'arrive de me dire que quand je vois la télévision, ce président-là, il m'arrive de me dire que l'Amérique est vraiment bien représentée. Et il m'arrive de me dire Obama pour la France, que ça serait peut-être très bien. Donc pour toutes ces raisons, je ne suis pas naïf, je ne pratique pas l'angélisme politique, je sais qu'il y aura encore des difficultés, je sais qu'il y aura peut-être un peu plus que des difficultés, ceux qu'à Dieu ne plaise, même des drames, je ne sais pas. Mais je suis de ceux qui pensent que les promesses ont été tenues, que l'inspiration, que l'esprit de la campagne est toujours là, que l'esprit du discours de Philadelphie, par exemple, souffle toujours sur les esprits à l'œuvre à la Maison-Blanche et chez le locataire principal de la dite Maison-Blanche. Je crois donc qu'il ne faut pas désespérer d'Obama, je crois qu'il incarne encore plus que jamais un espoir pour le monde d'aujourd'hui et pas seulement pour l'Amérique. Merci.
Voilà, alors il y a, comme vous le savez, Ségolène, la démocratie participative, c'est aussi une méthode. On a fait passer des petites feuilles dans la salle. Donc les gens, si jamais il y a des personnes qui n'ont pas encore rempli cette petite feuille et qui ont une question à poser, il y a Grégory qui est juste là, qui va pouvoir réceptionner vos feuilles. Et puis surtout qu'en plus il y a eu des contributions sur Internet. Donc voilà, je vous donne déjà une première question de Marion Descadio. Paris, voilà.